Tomar os trabalhos e vou dar a palavra à Angelina. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Angelina Bled-Pastorino, professeure d'anglais et secrétaire nationale au syndicat des enseignants. Sur ma partie, je vais vous parler de tout ce qui a trait à la carrière et à la rémunération. Alors, sur les niveaux de rémunération en France, il faut savoir que l'on soit du premier ou de second degré, le salaire est indexé sur un indice fonction publique et nous avons tous la même grille de rémunération. Le salaire d'un enseignant est basé sur un indice de la fonction publique donc ça c'est la base du salaire. Ensuite nous avons des primes qui augmentent le salaire. Le salaire moyen d'un enseignant du premier degré est de 2200 €. Là je parle en brut. Tandis que dans le second degré, il est de 2730 €. Cette différence s'explique par le nombre d'heures supplémentaires que l'on peut faire dans le second degré, alors que dans le premier degré, nous ne pouvons pas faire d'heures supplémentaires. Le salaire d'un enseignant stagiaire est d'environ 1400 € net. Donc ça, c'est l'enseignant stagiaire qui n'est donc pas encore fonctionnaire. Le salaire évolue très rapidement en début de carrière et donc on passe, donc là après on est en brut, 2067 € pour un enseignant titulaire débutant, puis au bout de 10 ans de carrière 2300 € et vous voyez sur la vignette que en fin de carrière on peut atteindre presque les 3500 € nets. Il y a une nette différence, malgré la grille de rémunération commune, entre le premier et le second degré. Je vous l'ai dit, la possibilité de faire des heures supplémentaires et également une indemnité que l'on appelle ISAE, indemnité de suivi des élèves, qui n'existait pas auparavant dans le premier degré, que le SEUNSA a réussi à obtenir, qui fait que la différence entre le premier et le second degré dans le salaire est en train de s'atténuer. Dans ce tableau, vous pouvez découvrir les différentes primes possibles dans le premier ou dans le second degré. Ces primes constituent donc une part importante du salaire des enseignants et elles sont en fonction des missions assurées par les enseignants. Je vais vous donner quelques exemples. Dans le second degré, on peut être professeur principal d'une classe, c'est-à-dire un enseignant référent pour une classe et nous avons la charge d'animer les réunions, par exemple les conseils de classe, et nous rencontrons les parents de manière prioritaire, même si les parents peuvent quand même rencontrer les enseignants disciplinaires, mais en priorité on rencontre le professeur principal. Et pour cette mission-là, nous avons donc une indemnité annuelle. Dans le premier degré, on peut être directeur d'école et avoir une indemnité, une prime pour cette mission-là. Vous voyez aussi sur le tableau qu'il y a une prime pour tout ce qui est l'éducation prioritaire. L'éducation prioritaire, c'est ce qu'on appelle un réseau d'écoles, d'établissements qui sont en zone d'éducation prioritaire, c'est-à-dire ce sont des établissements, des écoles difficiles, dans des quartiers difficiles, avec des élèves difficiles. Et lorsqu'on enseigne dans ces établissements et ces écoles-là, on a une indemnité, une prime de dédommagement. Donc, vous voyez, 1734 € pour ce qu'on appelle les réseaux d'éducation prioritaire.
Et je précise que certaines indemnités sont cumulables. Oui. Alors, maintenant je vais parler de la durée de la carrière des enseignants. Nous avons donc différentes étapes et ce qu'on appelle des grades. Voilà. Donc quand on commence à être enseignant, on est dans ce qu'on appelle la classe normale. C'est la classe dans laquelle on débute. Dans cette classe, on y reste 26 ans maximum. Elle est composée de 11 échelons et l'enseignant peut avancer dans la carrière à des moments précis que l'on connaît dorénavant, je vais vous expliquer pourquoi, et qui permettent une accélération de carrière. Nous avons cette année, nous avons de nouveaux textes, une réforme sur la partie carrière qui s'appelle PPCR, Parcours professionnel, carrière et rémunération, qui donc a contribué à la refondation, mais du côté des personnels. Auparavant, nous avions un système d'évaluation et d'avancement d'échelons qui était assez aléatoire, où les inspecteurs venaient nous voir en classe de manière tout à fait aléatoire. C'est-à-dire quand ils avaient le temps, quand ils avaient l'opportunité. On pouvait être inspecté tous les 3 ans, comme tous les 10 ans, voire tous les 15 ans dans certaines disciplines. Ce qui engendrait des inégalités dans l'avancement de carrière des enseignants. C'est quelque chose que l'on dénonçait et nous avons négocié et obtenu un avancement de carrière beaucoup plus lisible, beaucoup plus cohérent et beaucoup plus juste. Donc maintenant, on le sait quand on est enseignant, qu'au 6e échelon, au 8e échelon de la classe normale, l'inspecteur va venir dans notre classe, nous inspecter et va nous évaluer sur une grille des compétences professionnelles qui est la même pour tous. Et grâce à cette évaluation, on peut obtenir ou pas une accélération de carrière plus rapide. Nous avons ensuite la hors-classe. Grâce à cette réforme, tous les enseignants pourront obtenir la hors-classe qui était auparavant atteignable que par certains. Elle est donc ouverte à partir du 9e échelon de la classe normale et contient 7 échelons. Cette réforme a aussi permis la création d'une nouvelle classe qui s'appelle la classe exceptionnelle et qui est réservée à des enseignants dits exceptionnels. C'est compliqué de vous en parler aujourd'hui puisqu'elle est créée dans les textes mais n'est pas encore appliquée, dû au contexte politique, puisque c'est une réforme que nous avons obtenue et négociée sous l'ancien gouvernement, et le nouveau gouvernement Macron peine à mettre en place les avancées que nous avons obtenues sous l'ancien gouvernement à cause du budget contraint. Donc cette classe exceptionnelle est censée avoir lieu et se mettre en place cette année, mais on a quelques doutes. En tout cas, dans les textes, elle est atteignable par les gens qui ont passé 8 années dans des missions particulières, par exemple en éducation prioritaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, sur la progression de carrière, effectivement, la progression est rapide en début de carrière et plus lente en fin de carrière. Nous changeons d'échelon environ tous les 3 ans. Donc, l'indice de rémunération évolue et donc la rémunération évolue. Ce que j'ai oublié de vous mentionner, c'est que l'indice de la fonction publique auparavant augmentait tous les ans et puis c'est sous le gouvernement Sarkozy. Ils ont décidé de geler le point d'indice de la fonction publique et depuis, nous avons beaucoup de mal à dégeler ce point d'indice. Donc notre seule évolution possible de carrière, c'est un changement d'indice, un changement d'échelon de la fonction publique.
Le nouveau grade, donc la classe exceptionnelle, est un espoir de revalorisation pour de nombreux collègues, puisque le salaire peut, grâce à la classe exceptionnelle, atteindre les 3 600 €. Et beaucoup de collègues veulent l'obtenir avant de partir en retraite. Je vous en ai parlé tout à l'heure sur l'évaluation professionnelle. Donc, cette réforme permet une évaluation plus formative, plus lisible, plus équitable. Elle est basée sur le référentiel de compétences professionnelles. Les 3 moments fléchés sont le 6e, le 8e et le 9e échelon. Dans le premier degré, c'est donc la visite de l'inspecteur. Et dans le second degré, on a en plus un entretien avec le chef d'établissement. Il y a donc 2 visions sur les compétences de l'enseignant. Alors, sur la retraite. L'âge d'ouverture des droits, c'est donc 62 ans, avec une durée de service requise de 41,5 années. Il est bien évidemment possible de prendre sa retraite avant cet âge-là, mais bien sûr, il y a une décote dans le calcul de la pension. Il y a eu de nombreuses réformes sur le régime des retraites, 2003, 2011, qui retardent l'âge de départ. Auparavant, c'était 60 ans et la durée était de 37 années et demie avant 2003. On en est maintenant donc à 41 années et demie. Vous voyez donc que l'on régresse. Le traitement indiciaire pris en compte pour le calcul de la pension est le dernier traitement indiciaire brut détenu depuis au moins 6 mois à la date de cessation des fonctions. Ce système est très envié par le secteur privé et est souvent remis en cause par nos politiques. C'est un angle d'attaque qui est récurrent et syndicalement, nous devons nous battre pour que ce mode de calcul soit maintenu. Je vais vous parler maintenant de la formation continue. C'est un droit. C'est un droit pour développer ses compétences professionnelles. C'est un droit dans les textes, mais difficilement applicable, mal appliqué au quotidien. Il y a de moins en moins de formations de proposer aux enseignants. L'offre de formation est de plus en plus réduite par nécessité de budget. Et les enseignants se plaignent de ne pas pouvoir être mieux formés au quotidien. Il y a une forte demande de formation sur le cœur de métier, mais également, comme vous l'a dit Elisabeth tout à l'heure, sur le développement professionnel, puisque un enseignant français ne se voit pas clairement enseigner plus de 40 ans, donc toute une carrière. Un enseignant français, un jeune enseignant français souhaite avoir plusieurs carrières et donc souhaite pouvoir se former à autre chose qu'à l'enseignement. Le plan académique de formation est en baisse, comme je vous l'ai dit. Il y a aussi possibilité de demander un congé de formation professionnelle qui est accepté alors en moyenne au bout de 5 années de demande continue. Il est assez intéressant puisqu'il est rémunéré à 80% du salaire, c'est-à-dire que vous allez suivre une formation et qu'on continue à vous verser un salaire à hauteur de 80%. Et c'est donc pour suivre une formation fléchée et on vous accorde 12 mois maximum de formation en fonction de la formation souhaitée. Il y a un autre système qui s'appelle le CPF, le compte personnel de formation, qui est lui un crédit d'heures que vous obtenez à hauteur de 20 heures par année travaillées et qui peut vous permettre de financer une formation sur tous les domaines et on vous encourage à faire ces formations sur le temps de vacances scolaires. Sur l'accompagnement professionnel,
Tout reste à construire dans l'éducation nationale en France. Nous avons des conseillers mobilité carrière qui peuvent aider les enseignants qui se posent des questions justement sur leur avenir, mais ils ont très peu de réponses et très peu d'accompagnement. Et nous, syndicats des enseignants, on souhaite effectivement que le ministère s'améliore sur ce domaine-là parce que c'est une demande de la société actuelle en France. Alors, sur les établissements, vous nous aviez demandé de vous expliquer comment fonctionnaient nos établissements. Il y a une grande différence entre les établissements, les écoles du premier degré et les établissements du second degré. Les établissements, les collèges et les lycées sont des entités administratives et autonomes. La direction est assurée par un chef ou une chef d'établissement qui fait partie d'un corps de l'éducation nationale qui est différent de celui des enseignants. C'est notre supérieur hiérarchique administratif. Le supérieur hiérarchique pédagogique reste bien l'inspecteur. Mais le chef d'établissement est en permanence dans l'établissement, n'a pas de fonction d'enseignement et est là pour assurer le lien entre les enseignants, les familles, les élèves et tous les autres personnels de l'établissement. C'est très différent dans le premier degré où le directeur d'école ou la directrice d'école est issu du même corps que ses collègues. Une directrice d'école est une professeure des écoles avec une mission particulière de directeur d'école. Elle n'est pas supérieure hiérarchique. Les directeurs d'école peuvent avoir une décharge de service en fonction de la grandeur de l'école, du nombre de classes, qui peut aller d'un jour, 2 jours à un temps plein en fonction de la grandeur de l'école. L'EPLE, donc l'établissement du second degré, est un établissement public à caractère administratif, ce que n'est pas l'école. Le projet du syndicat des enseignants, c'est d'avancer sur cette question des écoles du premier degré et en faire un vrai établissement du premier degré avec une vraie entité administrative. Vas-y, continue. Encore. Les écoles sont gérées par les communes. Le financement est assuré par le budget communal qui fournit les moyens matériels. Les crédits sont entièrement gérés au niveau de la commune. Le maire est l'ordonnateur des dépenses, le comptable et le receveur municipal. La commune est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les réparations. Elle gère les crédits. C'est la commune aussi qui organise des activités éducatives, sportives, culturelles, les temps d'activité périscolaires, la cantine. C'est la commune qui gère les personnels non enseignants, les agents territoriaux qui sont affectés dans les écoles maternelles. Ce qui est donc très compliqué dans les écoles, c'est que les parents ont plusieurs interlocuteurs, la commune pour tout ce qui est cantine et activités périscolaires, et donc les enseignants pour toutes les activités pédagogiques. Le collège, lui, est géré par le département. Et c'est bien le département qui assure aussi la construction, l'extension, les réparations. Le lycée, lui, est géré par les régions. Tout un tas de personnel gravite autour des enseignants, des établissements et des écoles. Tout un tas de personnel qui n'est pas personnel enseignant directement. Les RASED sont ce qu'on appelle des réseaux d'aide, des enseignants spécialisés qui interviennent pour aider les enfants en difficulté. Bien sûr, on a les inspecteurs qui viennent nous voir de temps en temps. On n'est pas toujours content de les voir, mais parfois, quand ils nous donnent des bonnes notes, on est ravis. Les psychologues de l'éducation nationale qui sont aussi affectés sur plusieurs établissements, les centres médico-psychologiques, les personnels médico-sociaux, les infirmières, les assistantes sociales,
Tout ce petit monde gravite autour de l'école et travaille en équipe avec les enseignants. Les parents, eux, ont une véritable place dans l'école française et sont associés en tant que fédération de parents d'élèves. Donc, ils peuvent être élus sur des listes de parents d'élèves et, à ce titre, peuvent participer au conseil d'école ou au conseil d'administration. Ils ont leur mot à dire sur toutes les questions d'organisation de l'établissement ou de l'école et ont une voix délibérative. Alors, sur le travail en équipe, Elisabeth l'a dit tout à l'heure, notamment pour le premier degré, dans le forfait des 108 heures, il y a des heures qui sont consacrées, qui sont fléchées sur les différentes réunions d'équipe. Le conseil des maîtres, qui est donc de la concertation, le conseil de cycle, l'équipe éducative, ça c'est quand un élève est en difficulté, le conseil d'école et la liaison école-collège, entre le CM2, la fin de l'école, et le début du collège, la 6e. Sur le second degré, il n'y a pas de forfait général de travail en équipe. On considère que l'enseignant fait, s'il est certifié, 18 heures de présentiel avec les élèves et, à côté, se doit de travailler en équipe, mais on ne le quantifie pas. C'est ce qu'on appelle le travail invisible. Ce travail consiste à la participation des conseils de classe, les réunions avec les collègues, les rencontres avec les parents, les rencontres avec les enseignants de l'école primaire. Et tout ce travail en équipe est également évalué dans notre évaluation professionnelle. Ça fait partie du référentiel de compétences de l'enseignant. Voilà, c'est bon, j'ai fini. J'ai essayé d'aller assez vite pour laisser la parole à Christian. Je prends vos questions et j'essaye d'y répondre. Perguntava se alguém deseja pôr alguma questão. Temos ali a Rosa. Eu gostava de saber qual é o conceito de professores especializados em França, uma vez que eu vi como prémio 844 euros. E depois, quem são os professores que podem ir trabalhar em missão, uma vez que também têm um prémio para essas funções? E depois, qual é o papel decisivo que os pais, as famílias, podem ter na decisão da organização das escolas? Obrigada. Répondre à la question, puisqu'effectivement, je suis du premier degré. Très clairement, pour être enseignant spécialisé, il faut avoir suivi une formation spécialisée qui dure 1 année. Donc c'est une formation soit de rééducation, soit de rééducation pédagogique, soit psychopédagogique. Et donc, une fois que cette formation a été suivie, les collègues disposent d'une qualification particulière, donc d'un diplôme, d'un certificat particulier. Ils travaillent en milieu scolaire ordinaire, c'est-à-dire qu'à la demande des équipes pédagogiques des écoles, on repère des enfants en difficulté ou un enfant en difficulté et on demande l'intervention de ces personnels spécialisés. Et donc, c'est ce qui justifie la rémunération supplémentaire, c'est qu'effectivement, ils ont une formation particulière. Juste un mot là-dessus, c'est qu'effectivement,
sous Nicolas Sarkozy, le gouvernement en place a décidé de supprimer les enseignants spécialisés, considérant qu'ils coûtaient trop cher et qu'ils étaient inutiles. Donc ça aussi, ça a été un combat syndical que nous avons fini par gagner. Et au cours des 5 dernières années, on a recréé des emplois d'enseignants spécialisés, mais sans doute pas de façon suffisante, parce que les demandes sont importantes, on l'a dit, enfin, les élèves en difficulté sont une réalité, je pense au Portugal comme en France, et on voit bien qu'on manque aujourd'hui d'enseignants spécialisés. Il faudrait créer des postes supplémentaires, et je ne suis pas sûr que le nouveau gouvernement soit prêt, malheureusement, à cela. Eu só gostava de acrescentar que em Portugal, aos professores especializados, concretamente em educação especial, intervenção precoce, mas que ganham exatamente igual como se fossem o professor com a sua formação inicial, e que está em causa até o pagamento de 11 cêntimos por quilómetro para a deslocação de uma escola para outra. Portanto, temos de fazer a reivindicação em Portugal. Eu tenho uma pergunta em relação ao modelo de gestão. Vocês comentaram aí como é que eram e de quem dependiam os diretores das escolas. Eu pergunto se não há nenhum órgão intermédio entre a comune ou entre o departamento, ou qualquer coisa assim, e a direção e o diretor da escola. O diretor é simplesmente nomeado por um órgão superior, ou há um órgão de gestão, um conselho de administração, um conselho geral, que, digamos, ajuda ao governo da escola? Era só isso. Le directeur d'école est recruté sur ce qu'on appelle des postes spécifiques la plupart du temps, et donc par les inspecteurs. Sur candidature. Sur candidature. Voilà. Voilà, il n'y a pas de structure intermédiaire. Apparaissent chaque année, à la fin de l'année pour l'année suivante, apparaissent la liste des postes qui sont disponibles comme postes de directeur, parce que les directeurs en poste partent à la retraite ou ont décidé d'arrêter, de changer. Et donc à ce moment-là, les collègues qui souhaitent devenir directeurs candidatent. Mais pour candidater, il faut avoir été inscrit sur une liste d'aptitudes, c'est-à-dire avoir passé un entretien, notamment auprès de l'inspecteur, qui vérifie que les candidats sont aptes à assurer une fonction quand même de responsabilité, qui est la fonction de directeur d'école. Mais c'est une nomination purement administrative au sein de l'éducation nationale. La collectivité publique, donc les communes, donc le politique, pour être clair, n'intervient pas dans les nominations des directeurs d'école. Alex? Relativamente ao diretor, duas questões muito práticas. Primeiro, o diretor tem limite de mandato para atuar numa determinada escola ou tem que mudar de escola de um determinado tempo em determinado tempo? Segunda questão, este diretor tem formação inicial e formação contínua na área da direção ou não? Il n'y a pas de contrat à durée déterminée pour un directeur d'école. Il est soumis au mouvement. S'il souhaite changer d'école, il doit participer à ce qu'on appelle la mobilité, donc pour pouvoir bouger d'école. Mais il peut rester 30 ans dans la même école s'il le souhaite. Il n'y a pas de mandat, proprement parlé. Sur la formation, Oui, alors sur la formation, et c'est important, il y a une formation initiale, préalable, c'est-à-dire qu'avant de prendre sa fonction, quand on est un nouveau directeur, on a 3 semaines de formation initiale, et normalement, ensuite, on a de la formation continue. Et je dis normalement parce que vous avez vu que nous avons toujours un vrai gros problème de formation continue. Je le dis rapidement, en 15 ans, la formation continue qui était réelle dans le premier degré,
moins dans le second degré, a disparu, a fondu, elle est quasiment inexistante, la seule qui reste étant celle quasiment des directeurs, et encore pas partout. Mais uma questão. Já houve? Ok. Portanto, em relação à questão do Alexandre, fica na mesma a dúvida. O diretor tem formação só na área administrativa, portanto é um técnico puramente administrativo, ou também tem formação pedagógica? Ou seja, pode ser uma pessoa que tenha formação nas duas áreas, ou então pode ser uma pessoa que é um técnico administrativo, ponto final, que se candidata a uma vaga, tem a vaga e exerce o cargo durante os anos que conseguir exercer. Non, un directeur d'école, à la base, est un enseignant. C'est un professeur des écoles. Il a donc une formation pédagogique au même titre que tous les autres professeurs des écoles. C'est une formation supplémentaire pour être directeur d'école. Effectivement, très administrative. Tandis que, dans le second degré, le chef d'établissement peut ne pas avoir été enseignant. C'est possible puisque c'est un autre concours de la fonction publique. Donc on peut imaginer, c'est assez rare, mais on peut imaginer qu'un chef d'établissement n'ait jamais été enseignant. Ça, c'est tout à fait possible. C'est pas recommandé. Não havendo mais perguntas, vou passar a palavra para a mesa. Cristiano? Je vais faire une intervention en deux parties. Une partie que je vais qualifier d'un peu politique sur le système éducatif français, et puis une partie quand même, puisque nous sommes entre syndicalistes, une partie qui parle du syndicat et du syndicalisme en France. Je pense que c'est important qu'on puisse échanger là-dessus. Alors très clairement, mais vous l'avez peut-être compris à travers les interventions, le système éducatif français, il est caractérisé par de profondes inégalités, des inégalités qui sont liées à l'origine sociale des élèves. Et ce qui est inquiétant d'ailleurs dans l'école française d'aujourd'hui, c'est que l'école, contrairement à ce que l'on peut espérer, à ce que l'on devrait espérer, ne réduit pas ces inégalités, mais aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, les inégalités scolaires augmentent en France de façon importante. Alors tout ça est dû évidemment à des concentrations de population en difficulté, dans les quartiers sensibles, périurbains par exemple, mais aussi on a des populations en difficulté pour des questions d'isolement en milieu rural que vous connaissez peut-être d'ailleurs aussi ici au Portugal. Mais cette difficulté, elle est aussi très culturelle dans notre pays parce qu'elle est due à un système éducatif qui est un système éducatif au fond très sélectif et très élitiste. C'est lié évidemment à la construction même du système éducatif de notre pays qui a été, disons-le, élaboré pour une élite bourgeoise et instruite, et donc extrêmement réduite, alors qu'aujourd'hui, l'enjeu du système éducatif, c'est de répondre à ce qu'on appelle la massification, c'est-à-dire l'éducation de tous. Évidemment, depuis que la scolarité est obligatoire dans notre pays, jusqu'à 16 ans, tous les enfants doivent être scolarisés. Et on voit bien que notre système éducatif, construit sur un modèle ancien, a du mal à répondre à cette massification. Qui plus est, en France, la question de l'éducation, elle est très marquée idéologiquement. C'est un sujet permanent d'affrontement entre les conservateurs et les progressistes, et c'est toujours d'actualité. On l'a vu pendant la campagne de l'élection présidentielle, où se sont affrontés les deux camps, progressistes et conservateurs. Cela a pour conséquence quelque chose qui, pour nous, d'un point de vue syndical, est redoutable et particulièrement grave, c'est qu'il n'y a pas de continuité dans les politiques publiques d'éducation dans notre pays, puisqu'à chaque changement de majorité, et ces derniers temps, on change de majorité tous les 5 ans, c'est-à-dire que tous les 5 ans, ceux qui arrivent au pouvoir remettent en cause la politique éducative qui avait été faite par les prédécesseurs, ce qui est en train de se passer en ce moment avec l'élection de Macron, où le nouveau ministre de l'Éducation nationale, mais on vous l'a dit sur un certain nombre de sujets, est en train de défaire ce qui avait été fait lors du gouvernement précédent.
Or, ce que l'on observe, c'est que lorsque la continuité existe dans les politiques publiques, elle réussit. Un exemple, c'est tout ce qu'on a fait sur ce qu'on appelle les décrocheurs, c'est-à-dire que les élèves qui quittent le système éducatif très tôt et qui sont perdus dans la nature. On a commencé à travailler sur une politique de prise en charge des décrocheurs sous Sarkozy, pour le coup, donc il y a maintenant quasiment 10 ans, et cette politique s'est poursuivie au fur et à mesure, quelles que soient les alternances politiques. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a eu des résultats parce qu'on n'avait pas cet effet yo-yo, au fond, cette alternance politique. On a eu une continuité et on est ainsi passé en moins de 10 ans de 130 000 décrocheurs à aujourd'hui 90 000 décrocheurs, ce qui montre bien que quand on a une constance politique, on peut évidemment avoir de vrais effets. Autre point important, nous à l'UNSA, nous défendons un modèle d'école qui est celui de l'école de la bienveillance et de l'accompagnement des élèves. Et non une école de l'élite et du tri social, parce qu'aujourd'hui, c'est bien une école de l'élite et du tri social que l'on est en train de vivre, je vous l'ai dit, puisque les inégalités scolaires ne cessent de s'accroître dans notre pays. Donc ce que nous voulons et ce que nous défendons à l'UNSA, c'est donc une école qui accompagne chaque élève de façon positive, qui a un regard positif sur chaque élève, dans le parcours scolaire qui est le sien, quel que soit ce parcours scolaire, sans porter de jugement sur le parcours scolaire. Tous les parcours scolaires doivent être des parcours de réussite. Donc nous soutenons une logique qui va contre une sélection par l'échec et qui est évidemment extrêmement destructrice pour les élèves les plus en difficulté, qui n'arrivent pas, au fond, à se sortir d'un système qui ne les reconnaît pas dans ce qu'ils sont en termes d'apprentissage. Donc, je l'ai dit, tous les parcours doivent être des voies de réussite, et c'est bien là un choix de société, donc un choix politique qui doit être posé, et que nous posons d'ailleurs lorsque nous discutons avec nos interlocuteurs politiques. Suzanne l'a dit très clairement tout à l'heure, l'éducation est un investissement et pas une charge pour le pays. Je pense que c'est quelque chose de fondamental. Et donc, une scolarité réussie, un parcours scolaire apaisé, c'est sans aucun doute, évidemment, une insertion professionnelle et une insertion dans la société, qui va être une insertion réussie, et le coût est moindre que celui, finalement, qu'il faut payer, que la société doit payer en termes d'aide sociale aux élèves qui sortent du système éducatif de façon prématurée et qui, au fond, vont tout au long de leur vie avoir un coût social pour l'ensemble de la société qui va être bien plus lourd que le coût initial en termes de formation initiale et continue qu'il peut avoir à l'école. Alors évidemment, modifier le système éducatif, c'est pas simple. Enfin, bon, je crois que c'est simple dans aucun pays d'ailleurs, mais en tout cas en France, ça n'est pas simple, puisque vous l'avez vu sans doute à travers ce qu'on vous a dit, notre système éducatif est quand même complexe, compliqué. Les résistances sont nombreuses pour qu'on modifie ce système éducatif. Les résistances sont de nature politique, je l'ai dit. Il y a des vrais affrontements politiques sur les questions d'éducation dans le débat public en France, et elles sont récurrentes. Et puis aussi parce que les résistances, disons-le, sont aussi syndicales. On a des organisations syndicales qui ne veulent pas que les choses bougent, et d'autres organisations comme nous qui souhaitons évidemment qu'on rentre dans des logiques qui soient des logiques bienveillantes et de réussite pour tous les élèves. Troisième élément important aussi qui montre que ça n'est pas simple, c'est que les représentations qu'ont nos concitoyens, qu'ont les Français de l'école, sont souvent des représentations datées. C'est-à-dire qu'au fond, tout le monde rêve d'une école qui n'a jamais existé, une école rêvée, une école d'autrefois, où dans cette école d'autrefois, on pensait que tous les élèves réussissaient, tous les élèves étaient merveilleux, tous les élèves étaient obéissants, etc., etc. Bon, quand on regarde la réalité des choses, même autrefois, il y avait des élèves indisciplinés. Tous les élèves ne réussissaient pas parce que tous les élèves n'allaient pas jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire et partaient souvent travailler dans leur famille, dans les champs, etc. Et on a cette difficulté en France, c'est qu'au fond, le débat politique est plutôt focalisé autour de cela et autour de quelques mesures qui sont des mesures assez étonnantes. Par exemple, on a régulièrement un débat sur le port de l'uniforme à l'école. Faut-il ou non obliger tous les élèves à s'habiller de la même façon, un peu comme en Angleterre? C'est un vrai... Alors, pour nous, c'est un débat qui n'a pas de sens, parce que ce n'est pas l'uniforme qui fait la qualité de l'enseignement et la qualité de la réussite. Par contre, l'uniforme, il a le mérite de cacher les différences sociales. Et c'est justement ce que nous ne voulons pas. On n'a pas à cacher les différences sociales. Il faut aider justement ceux
qui sont originaires des milieux les plus défavorisés à réussir leur scolarité et donc leur vie sociale. Alors évidemment, le monde a changé, les enfants ont changé, les parents, les familles aussi. Je crois qu'il faut véritablement l'avoir en tête. Et on ne peut plus aujourd'hui enseigner comme autrefois. Chaque ministre arrive évidemment avec ses recettes miracles qui doivent permettre une meilleure place dans le classement PISA. Et aujourd'hui, avec le ministre que l'on a, sa recette magique, ce sont les neurosciences et le modèle du système éducatif de Singapour. Voilà, il ne parle que par Singapour, notamment sur l'enseignement des mathématiques. Or, on voit bien que la difficulté que l'on a d'ailleurs avec tous ces changements politiques, c'est qu'ils ne sont jamais accompagnés de formation initiale et continue nécessaire, parce que les hommes politiques font des annonces, mais en général, le suivi sur le terrain, il n'est jamais là. En tout cas, il y a un vrai problème d'organisation sur cette question-là. Nous avons un vrai problème politique, puisqu'en France, on change en moyenne de ministre tous les 18 mois. Tous les 18 mois, on a un nouveau ministre de l'Éducation nationale qui est nommé. Moi, en tant que responsable syndical, au cours des 14 dernières années où j'ai travaillé à Paris, j'ai connu 9 ministres différents. Donc vous voyez la difficulté qui est la nôtre de pouvoir inscrire les choses dans la durée. Et c'est un vrai problème parce que l'éducation s'inscrit dans un temps qui est un temps long. Le temps des apprentissages est un temps long. Le temps des apprentissages, c'est 20 ans, quasiment pour un jeune. Voilà. Et on se rend compte que le service public est au fond tributaire d'un temps court qui est le temps politique. Le temps politique est un temps extrêmement court et c'est un vrai problème, me semble-t-il, en éducation. Je ne sais pas si vous avez les mêmes problématiques au Portugal, mais en France, c'est un vrai sujet. On le voit bien, la difficulté avec le politique, c'est qu'il veut des résultats tout de suite et des résultats immédiats. Et évidemment, ce qui est impossible à obtenir en matière éducative, on sait que les résultats, on les obtient sur le long terme, parfois le court terme, mais c'est plutôt rare. Et on voit bien que les politiques sont aujourd'hui très fortement sous pression, notamment du fait des enquêtes internationales, et PISA en est un exemple, voilà, où on voit bien que les résultats de l'enquête PISA pèsent très clairement sur les décisions politiques. Et nous pensons, nous, à l'UNSA, que pour répondre à ces vrais enjeux, il y a un certain nombre de choses qu'il faudrait faire en matière politique pour qu'un système éducatif soit un système éducatif bienveillant et qui fonctionne. Tout d'abord, justement, prendre le temps de construire des politiques publiques en matière éducative. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il faut prendre le temps de les construire. 2, il faut les construire, non pas tout seul au sein du ministère et d'un cabinet ministériel, mais il faut les construire avec les professionnels que vous êtes, que nous sommes, les enseignants, avec les organisations syndicales, bien sûr, et non pas de façon isolée, comme on le voit uniquement au niveau des partis politiques. 3, bien sûr, il faut accompagner ces nouvelles politiques par des formations adaptées, je l'ai dit. Il faut évaluer la mise en œuvre et les résultats de ces politiques, puisque l'éducation n'est pas une science exacte. Si c'était une science exacte, il y a longtemps que ça se serait, et qu'on aurait les bonnes méthodes pour réussir la scolarité des élèves. Et puis, évidemment, il faut évaluer pour remédier, modifier les politiques publiques. Et évidemment, et pour nous, c'est très important d'un point de vue politique, il faut que les politiques rendent compte à la nation, au fond, des engagements qui ont été les leurs, des progrès accomplis par l'éducation, parce que l'éducation n'est la propriété de personne, ça n'est pas la propriété des enseignants, c'est un bien commun. C'est un bien commun, Suzanne l'a bien dit tout à l'heure, et c'est parce que c'est un bien commun que ça doit rester un service public piloté par l'État et non pas par des acteurs privés. Et là encore, on le voit, il y a des tentations et des tentatives au niveau européen très clairement, où rentrent en ligne de compte un certain nombre d'opérateurs privés qui ont compris qu'il y avait un vrai marché sur la partie éducation. Et dernier élément indispensable, évidemment, c'est la question de la prise en compte des personnels. On ne peut pas mener une politique éducative dans un pays, quelque pays que ce soit, sans les personnels et sans considérer les personnels. Il faut leur faire confiance, il faut les considérer. Alors les considérer, c'est bien sûr donner de bonnes paroles, dire qu'on apprécie les enseignants, enfin bon, comme le font beaucoup d'hommes politiques, mais c'est aussi les rémunérer à juste titre, les accompagner dans leur rémunération, les accompagner dans leur carrière et leur formation. Et ça, mais ça vous le savez comme moi, c'est un vrai enjeu des organisations syndicales et c'est le rôle des organisations syndicales que de peser sur ces décisions. Voilà sur cette première partie. Je vais enchaîner tout de suite sur la partie syndicale.
Et puis ensuite, éventuellement, on pourra discuter de cette partie, évidemment. Alors, en France, le rôle des syndicats dans l'éducation reste encore un rôle important, même si, au cours des 20 dernières années, le nombre des adhérents de toutes les organisations syndicales a globalement diminué de façon importante. Actuellement, en France, il existe 6 fédérations dans l'éducation nationale, 6 fédérations représentatives au plan national. C'est-à-dire que ces fédérations représentatives sont reconnues par l'État et qu'elles peuvent négocier au plan national et au plan local. Alors, la représentativité des organisations syndicales dans notre pays, elle se mesure de façon très démocratique par des élections. Tous les 4 ans, tous les enseignants, les 800 000 enseignants, sont appelés à voter pour choisir les organisations syndicales de leur choix qu'ils préfèrent. Et c'est en fonction de ces résultats que la représentativité des organisations syndicales est décidée. Bon. Comme vous pouvez le voir sur le, je reviens sur le schéma. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, c'est quand même une mosaïque. 6 organisations représentatives, mais dans ce schéma, 2 organisations qui pèsent, puisqu'elles représentent plus de 50% à L2, c'est la FSU en bleu et l'UNSA en rouge, qui représente plus de 50% finalement des voix des collègues qui se sont exprimés. Bon. Ceci étant, comme on est souvent en opposition et en désaccord avec la FSU, on arrive rarement à trouver des accords et des accords majoritaires pour faire évoluer un certain nombre de dossiers face au ministère. Mais enfin, bon, ça c'est la réalité démocratique et il faut évidemment faire avec ça. Alors pour cela, quand on est élu, nous avons un certain nombre de militants et de militantes qui sont désignés par l'organisation pour siéger dans un certain nombre de commissions et des commissions importantes, des commissions et des instances de dialogue social. Il y a 2 types de commissions du dialogue social. Des instances qui traitent uniquement de la carrière des personnels, ce qu'évoquait Angelina, c'est-à-dire l'avancement, la carrière, les difficultés particulières. Et une deuxième type d'instance qui, elle, traite de ce qu'on appelle l'organisation du système éducatif, c'est-à-dire la création des emplois, la création des postes, les fermetures de postes, la création d'établissements, l'organisation administrative de l'éducation nationale. Et donc là-dedans, on y siège. Ces instances, quand elles ont été créées en 1983, en tout cas renforcées en 1983, ont été créées pour être des lieux du dialogue social. Mais malheureusement, bien trop souvent, ce ne sont des lieux où le dialogue est souvent inexistant et où se limite, en tout cas ce dialogue, à la transmission d'informations par l'administration qui nous dit, ben voilà, je vous informe de telle situation, c'est comme ça, c'est pas autrement, faites avec. Donc ce ne sont pas des lieux, ce ne sont plus des lieux de dialogue social, ce sont au fond des chambres d'enregistrement qui ne servent pas forcément à grand-chose. Alors tout ça est clair, il ne suffit pas d'avoir des instances pour faire vivre le dialogue social. C'est largement une question d'orientation politique. On le voit bien, très clairement, le gouvernement de gauche que l'on a eu au cours des 5 dernières années a été un gouvernement avec lequel nous avons eu vraiment du dialogue social approfondi. On le voit avec le gouvernement Macron, qui est quand même plutôt un gouvernement libéral et de droite libérale, ou en tout cas de centre libéral. Le dialogue social aujourd'hui est au point mort. Donc c'est bien une question d'orientation politique. C'est aussi une question, en tout cas en France, une question de culture au sein du ministère et des cadres intermédiaires qui véritablement manquent de formation sur ce que c'est que le dialogue social, comment fonctionne le dialogue social, comment on travaille sur le dialogue social. Enfin, on le vit et on l'a vécu tous les jours. Et c'est le jour et la nuit entre ce qu'on a connu précédemment et ce qu'on est en train de connaître aujourd'hui en termes de culture du dialogue social et de formation des acteurs du dialogue social du côté politique. Donc la France a du retard sur ces questions, vous l'aurez compris. Alors évidemment, une fois qu'on a dit ça, les syndicats français, comme les partis politiques aujourd'hui, se trouvent confrontés à un problème qui est un problème de légitimité et un problème de représentativité. On voit, en tout cas une partie de nos collègues, même de nos concitoyens,
considère la démocratie représentative, en tout cas interroge la démocratie représentative, parfois la remettent en cause en considérant que les corps intermédiaires que sont les syndicats, mais comme les partis politiques, sont des corps qui ne servent pas à grand-chose, qui sont inutiles, en tout cas qui ne répondent pas à leurs questions ou à leurs aspirations. Et donc, évidemment, tout cela, en tout cas en France, favorise largement le discours des extrêmes, et notamment de l'extrême droite, qui considère que ces corps intermédiaires sont totalement inutiles. 3 éléments importants en France marquent la défiance de la part des collègues. Je l'ai dit, la baisse du nombre des adhésions, la baisse de la participation aux élections professionnelles de représentativité que j'évoquais tout à l'heure, puisque le taux, en 2014, aux dernières élections, le taux de participation n'était que de 41%, alors qu'il y a 10 ans, il était de plus de 70%. Donc on a perdu 30% de participation en 10 ans, ce qui est quand même un signal important sur, au fond, la perte de substance démocratique, évidemment. Et puis le 3e élément, c'est le manque de professionnalisme de l'administration. Alors sur ces questions-là, au niveau de l'UNSA, on s'est beaucoup interrogé. Et donc ça fait 10 ans qu'on travaille sur mais pourquoi est-ce qu'on perd ou en tout cas pourquoi est-ce qu'on perdait des adhérents, pourquoi est-ce qu'on votait moins aux élections professionnelles. Et on a mené depuis 10 ans un travail interne en profondeur. Et depuis une dizaine d'années, on a mis en place une stratégie pour à la fois reconquérir des adhérents et bien évidemment, par voie de conséquence, obtenir des voix supplémentaires aux élections professionnelles de la représentativité, qui sont évidemment un enjeu important pour porter la parole qui est la nôtre. Alors, ce travail que nous avons entamé il y a une dizaine d'années est en train de porter ses fruits, puisque nous connaissons maintenant depuis 3-4 ans une augmentation de 5% par an du nombre de nos adhérents, et qu'aux élections de 2014, nous avons progressé et nous avons d'ailleurs gagné 12 000 voix supplémentaires par rapport aux élections précédentes, ce qui était au fond assez inespéré, il faut bien le dire, mais enfin on avait beaucoup travaillé quand même pour y arriver sur ça. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à cela? Et je pense que c'est intéressant qu'on partage évidemment ces éléments-là. Alors bien sûr, il y a de multiples actions conjuguées qui ont permis d'aboutir à cela. D'abord, une action politique. Ça a été pour nous de clarifier notre ligne politique, notre ligne syndicale. C'est-à-dire que pendant longtemps, on hésitait entre une ligne réformiste, que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au fond, le dialogue, la discussion, mais on ne part sur l'action qu'au dernier moment, en tout cas lorsque on a épuisé toutes les ressources du dialogue social, et on a souvent hésité parce que la pression des autres syndicats dans le paysage était aussi là. Bon. Et on a, depuis une dizaine d'années, clarifié notre position, ce qui fait qu'aujourd'hui, nos collègues ont un choix clair en face d'eux. Soit, au fond, ils veulent d'un syndicalisme très contestataire, en permanence en contestation, ce qui est un choix légitime, hein, moi je ne le remets pas en cause, soit ils font le choix d'un syndicalisme un peu différent, qui est un syndicalisme réformiste, social-démocrate, qui rentre dans des logiques qui sont des logiques différentes. Et le fait d'avoir clarifié notre position a sans doute aidé notre organisation syndicale à regagner de la popularité auprès de nos collègues. Mais ça ne suffit pas. On a aussi modélisé la syndicalisation et nos méthodes de syndicalisation. C'est-à-dire que nous avons analysé la syndicalisation d'un point de vue statistique et on a repéré un certain nombre de constantes, de méthodes, de pratiques qui nous permettent aujourd'hui de savoir que si à telle période de l'année on n'a pas fait tel chiffre de syndicalisation, on n'obtiendra pas 100%. Voilà. On a aussi mis en place tout un travail pour travailler par objectif. Alors c'était une révolution à l'intérieur du syndicat. Parce que travailler par objectif, on dit « oulala, ça vient du privé, c'est plutôt l'entreprise ». Alors on travaille par objectif de façon intelligente. C'est-à-dire que nous avons des objectifs collectifs en matière de syndicalisation. On se fixe un objectif à atteindre. Il est décliné localement. Chaque section locale a ses propres objectifs. Enfin, il va de soi que celui qui n'atteint pas ses objectifs, on ne le vire pas, on ne le met pas à la porte. Par contre, on essaie de travailler avec lui pour comprendre pourquoi il n'a pas atteint ses objectifs et on va essayer de l'aider à travers des structures qu'on a mis en place, des militants spécialisés sur cette question-là, qui vont venir en appui de la section locale en difficulté pour l'aider à trouver les raisons pourquoi est-ce qu'on n'y est pas arrivé. Bon. Évidemment, un élément extrêmement important pour nous, c'est ce qu'on appelle le suivi individualisé des dossiers, c'est-à-dire que contrairement à d'autres organisations syndicales, chaque dossier qui nous est remis par un adhérent
est un dossier que l'on prend en charge de façon individualisée, c'est-à-dire qu'on lui fait une réponse personnalisée, et ce n'est pas une réponse toute faite, hein, on appuie sur un clic et on fait la même réponse à tout le monde. Alors ça prend du temps, ça demande de l'énergie, mais c'est quelque chose là aussi qui porte ses fruits, parce que quand on est adhérent et qu'on paye une cotisation, on veut un service personnalisé, parce qu'on est dans une société où, y compris nos collègues et nos jeunes collègues, quand ils payent une adhésion au club de sport, ils veulent un service de qualité, et quand ils payent une adhésion au syndicat, ils veulent aussi un service de qualité. Autre élément important pour nous, c'est la récupération systématique des adresses mail personnelles et des numéros de téléphone personnels, et notamment des numéros de portable. Alors, les adresses mail sont absolument indispensables pour nous, puisque, je ne l'ai pas dit, le vote aux élections professionnelles est un vote électronique. Donc, c'est un vote informatique, ce qui veut dire que pour rappeler aux collègues de voter, il faut pouvoir leur écrire, et leur écrire notamment sur leurs adresses personnelles, puisque même s'ils possèdent des adresses professionnelles, ils les consultent finalement assez peu, et surtout sur leur boîte professionnelle, ils ont les messages de tous les syndicats, donc de façon à nous adresser directement à eux, on fait ce travail-là. Évidemment, un travail de terrain. On a mis en place quelque chose qu'on a appelé le collègue à collègue, c'est-à-dire les collègues du syndicat vont à la rencontre des collègues sur le terrain. C'est aussi quelque chose qu'on avait perdu de vue. Au fond, c'était la base élémentaire du syndicalisme, c'est on va dans les établissements, on rencontre les collègues, on discute avec les collègues, et le fait de nous rencontrer est quelque chose d'extrêmement important et a sans doute là aussi contribué à renforcer notre image sur le terrain. Évidemment, mais ça vous l'imaginez bien, on a repensé et retravaillé tous nos outils de communication, que ce soit le site internet, les réseaux sociaux, y compris le langage syndical, parce que le langage syndical, il a parfois ses travers, ses difficultés, il est parfois formaté. En France, on appelle ça la langue de bois, c'est-à-dire que le langage syndical, voilà. Et donc, on a essayé d'avoir un langage qui soit un langage plus en proximité, plus court, parce que c'était souvent le travers des syndicalistes, c'est qu'on est des pédagogues et des syndicalistes, et on pense qu'en faisant 3 pages, les collègues vont comprendre plus facilement que si on en fait 2, que si on en fait 1. Or, le constat que l'on fait, c'est que nos collègues, comme nous d'ailleurs, ne prennent plus le temps de lire, ou n'ont plus le temps de lire, et donc il faut faire des messages qui soient des messages courts et des messages essentiels qui vont à l'essentiel de ce que l'on veut leur dire, quitte à renvoyer sur des liens sur le site pour développer une pensée syndicale ou des arguments syndicaux que l'on veut mettre en valeur. Et puis, nous travaillons aussi beaucoup à l'organisation de nos travaux à travers des travaux en atelier, des travaux interactifs, à la fois au niveau de l'organisation syndicale, mais aussi des réunions que l'on mène avec les collègues. C'est-à-dire qu'on essaie de faire des collègues, pas seulement des auditeurs, mais aussi des acteurs qui viennent enrichir d'ailleurs les revendications syndicales que l'on peut avoir, parce que même si on réfléchit à tout, on oublie parfois que nos collègues ne comprennent pas forcément tout ce que l'on veut bien leur dire. Donc évidemment, si on peut agir sur ces leviers, alors ces leviers ont été visiblement actifs, puisque comme je vous l'ai dit, depuis 4 ans, on est en progression en termes d'adhésion, et sur les élections professionnelles, on avait aussi progressé. Le seul levier sur lequel aujourd'hui on ne peut pas agir, c'est évidemment le levier politique. C'est-à-dire que il suffit qu'à un moment donné, on ait un gouvernement extrêmement dur à l'encontre de nos collègues, de la politique qu'ils mènent, et on voit bien que nous aurons à ce moment-là à réagir de façon très différente et à être en permanence dans la rue, ce qui veut dire d'ailleurs qu'on aura une vraie difficulté, et on l'a connu. Je reviens sur les 5 dernières années que l'on a connues. À partir du moment où on a eu un véritable dialogue social de qualité avec le gouvernement précédent, on a pu montrer à nos collègues que la discussion, la négociation était particulièrement utile. Angelina l'a dit, ça faisait 25 ans qu'on revendiquait pour les collègues du premier degré une prime de 1 200 € sur l'année, qui était l'équivalent d'une prime dans le second degré. Nous avons réussi à l'obtenir, nous, l'UNSA, et évidemment, ça vous donne du crédit et de la crédibilité auprès des collègues quand vous réussissez à démontrer qu'il ne suffit pas de descendre dans la rue, mais qu'à un moment donné, la négociation, les pétitions, les lettres aux ministres, etc., plus l'action syndicale, portent leurs fruits. Donc ça, c'est un élément important. Quand vous êtes avec un gouvernement qui est un gouvernement dur,
Évidemment, tout le monde descend dans la rue et c'est plus difficile de montrer le syndicalisme que nous portons, puisqu'au fond, on est dans la rue avec tous les autres syndicats, y compris les syndicats qui sont généralement très contestataires ou uniquement contestataires, et donc la lisibilité est évidemment amoindrie. Alors, vous le voyez très clairement, la question du dialogue social, elle est évidemment fondamentale en démocratie. Moi, je pense vraiment que le syndicalisme, c'est un contre-pouvoir, et c'est un contre-pouvoir qui ne peut que renforcer la démocratie. Je dirais même que c'est un élément constitutif de toute démocratie, pour preuve d'ailleurs, quand on veut affaiblir la démocratie, ou la tuer, ou la supprimer, on commence toujours par interdire deux choses, la liberté de la presse et les syndicats. Regardez ce qui se passe en Turquie. En Turquie, en ce moment, 3000 journalistes sont en procès. C'est la liberté de la presse qui est remise en cause. Et dans quelques semaines, et on l'a vu avec Alexandre à Bruxelles il y a quelques jours, nos camarades syndicalistes turcs nous ont montré la difficulté qui est la leur, évidemment, dans leur pays, qui est en train de museler la démocratie. Donc nous sommes, me semble-t-il, absolument indispensables pour que les libertés fondamentales, les droits de l'homme, puissent perdurer et exister en Europe. Et j'en termine là. Eu gostava de agradecer em nome da FNE esta excelente intervenção do Cristian sobre o sistema educativo em França e dizer que dispomos apenas de 10 minutos, mas mesmo 10 minutos apenas por causa das tradutoras. E eu ia só muito rapidamente dizer o seguinte: há alguns problemas em França que são comuns a Portugal, que o Cristian falou, como uma ausência da continuidade de políticas públicas de educação, com os ministros em França a terem um tempo de vida médio de 18 meses. A questão do diálogo social, ou a falta do diálogo social, que é uma das questões mais importantes em toda a Europa, não só em França, como em Portugal, que nós conhecemos melhor a realidade portuguesa, mas é uma das questões mais fulcrais em todo o sindicalismo da educação na Europa. E eu ia aproveitar só para fazer uma pergunta e deixava depois as outras 2 ou 3 perguntas para vocês fazerem. E a minha pergunta ao Cristian era a seguinte. O Cristian falou que há ainda um grande elitismo, uma grande seletividade na escola em França. A minha pergunta é a seguinte: qual é o peso nesse elitismo, qual é o peso da história da França, da cultura política, social da França, e qual é o peso da pressão dos resultados do PISA da OCDE? Sur la question de l'élitisme, on pourrait y passer 2 jours. C'est une question très, très large. Mais culturellement, le système éducatif français, il a été construit sous Napoléon Ier. Bon. Et ce système éducatif a été construit pour dégager une élite, et cette élite était très largement bourgeoise. C'était la petite bourgeoisie qui souhaitait, et on a construit le système éducatif de cette façon-là. Ensuite, plus tard, au 19e, début 20e, on a rendu l'école obligatoire, on a tenté de démocratiser le système éducatif, mais on a cette culture française très forte qui fait qu'aujourd'hui, il y a un vrai décalage entre les classes populaires et les classes socialement aisées en matière éducative. Aujourd'hui, ceux qui réussissent le mieux, alors il y a toujours des exceptions, mais statistiquement, ceux qui réussissent le mieux, ce sont les enfants, évidemment, qui sortent des milieux les plus favorisés, ce sont les enfants d'enseignants, parce que leurs parents sont bien formés et connaissent, comme je disais que notre système est complexe, connaissent les arcanes du système, comment on peut éviter, comment on peut être mieux sélectionné, etc. Mais au niveau des classes populaires, on voit bien qu'aujourd'hui, il est difficile pour un jeune issu d'un milieu défavorisé, alors certains réussissent, mais en tout cas, pour beaucoup d'entre eux, c'est difficile de réussir parce qu'ils n'ont pas les bases familiales, la culture familiale sur cette question-là, et on est sur un système qui procède par tri sélectif successif. C'est-à-dire que, et certains d'ailleurs à droite, on a eu d'ailleurs dans la campagne le sujet, c'est-à-dire que certains disent il faudrait maintenant passer un diplôme pour passer de l'école primaire au collège, c'est-à-dire que, sauf qu'on pose la question, mais qu'est-ce que vous faites des enfants qui ne réussissent pas? Vous les mettez où? Ils vont travailler dans les mines? Et donc on a ce type de débat aujourd'hui en France, et on a un système qui est un système extrêmement bloqué,
que le précédent gouvernement, c'est pour ça qu'on a été acteur majeur avec le précédent gouvernement, à gauche, parce que véritablement, il y a une volonté politique de modifier les choses en faveur des milieux les plus défavorisés, mais on a vu que chaque fois qu'on a touché à des éléments de sélection, par exemple en France, toutes les langues vivantes ne se font pas partout. Et si elles se font, par exemple, l'allemand, le russe, le chinois se font dans un certain nombre de lycées, plutôt de centre-ville, voilà, plutôt élitistes, plutôt bourgeois. Et donc, pour contourner, pour ne pas aller dans tel ou tel établissement, on choisit telle langue, et seuls les parents qui sont initiés peuvent choisir ou savent choisir ces choses-là. Donc on a des vrais modèles. Et le gouvernement précédent a tenté d'éliminer tout cela et de mettre, y compris financièrement, les moyens, et on l'a dit tout à l'heure, sur ce qu'on appelle l'éducation prioritaire, c'est-à-dire l'éducation dans les quartiers les plus difficiles, en reconnaissant notamment, enfin d'abord en diminuant le nombre d'élèves par classe, et aussi en reconnaissant, je parlais de reconnaissance financière des enseignants, en reconnaissant de façon extrêmement importante le travail fait par ces enseignants, à la fois dans leur carrière et en termes de primes, puisque maintenant ils ont une prime de 2 500, quasiment 3 000 € par an, alors qu'il y a encore 4-5 ans, ils avaient presque rien. Bon, donc il y a eu des vraies évolutions. Não sei se alguém tem, eventualmente, alguma questão a pôr. Não havendo mais perguntas, eu queria saudar e agradecer-vos muito todo o trabalho de casa que tiveram de fazer para uma apresentação tão rica, tão concentrada, tanta informação importante que nos trouxeram. E, portanto, agradecer este contributo notável, quer em termos de conhecimento daquilo que é o sistema educativo francês, do que é o movimento sindical na educação em França, mas também pela verificação do paralelismo da perspectiva da intervenção sindical, que respeita, valoriza os profissionais, mas numa lógica que coloca o interesse de uma escola de equidade, uma escola para todos, que acolhe todos e cada um na sua individualidade, que é o desafio da escola do nosso tempo. É trabalharmos para cada um dos nossos alunos e ser este um desafio profissional com incidências sindicais. Porque no nosso país, para ir buscar o teu exemplo, desde que eu sou secretário-geral, desde 2004, houve 6 ministros da Educação, com também uma grande flutuação de políticas. Mas há algumas coisas que não mudaram. O que não mudou foi a pressão crescente das avaliações. Avaliar tudo. Os professores estão cada vez mais, têm vindo a ser cada vez mais sujeitos às pressões que resultam das confluências de várias modalidades de avaliação e, portanto, a pressão da apresentação de resultados que podem ser postos em causa. Porquê estes resultados e não outros resultados? Mas são os resultados que são exigidos por entidades supranacionais que se transformam numa pressão enorme sobre os profissionais. Depois, também, o aumento da carga de trabalho sobre os professores, que é comum em França, em Portugal. Pede-se aos professores sempre que tenham a máxima disponibilidade ou até mais para além da sua máxima disponibilidade. Exigir, portanto, uma pressão muito forte. E depois, finalmente, aquilo que é a desconsideração daquilo que são os saberes específicos profissionais, porque todos os políticos sabem de educação. Todos os políticos sabem o que é bom para a escola e ultrapassam, muitas vezes, aquilo que é o espaço próprio de intervenção e de decisão dos professores.
Estas 3 linhas não mudaram, pelo contrário, intensificaram-se ao longo dos últimos anos. Por isso, na tua lista das nossas reivindicações sindicais e da nossa ação sindical, nós colocamos também uma promoção daquilo que é o sublinhado do que é a profissionalidade e a especificidade da profissionalidade docente, que os outros não sabem, porque é nosso, porque aprendemos, estudamos, aprofundamos estudos e nós é que sabemos desta matéria. Como só o médico faz operações, também para o processo de ensinar e aprender, são os professores que sabem mais em todo o mundo. Bom trabalho para vocês em França. Muito obrigado. O aplauso é para os nossos convidados. Queria pedir, em relação ao dia da manhã, esta noite descansem, ou melhor, não descansem, aproveitem, mas queria pedir que amanhã fôssemos todos muito cuidadosos no cumprimento do horário. Por um lado, para podermos acabar dentro do período de tempo que está marcado, porque é uma manhã muito preenchida, por um lado, mas por outro lado também em respeito aos nossos convidados. Começamos logo às 9h30 com o Vice-Presidente do Comitê Económico e Social Europeu e, portanto, em respeito e consideração pelos nossos convidados e também para podermos trabalhar bem todo o tempo, eu peço o máximo de rigor no cumprimento do horário até amanhã. Muito boa noite, bom descanso ou boas festas.